Bonjour à toi, cher spectateur, qui aime les gros, les très gros, les très très gros morceaux de cinoche, où tu sais que la pause pipi, ça va pas être pour le moment. Et bienvenue dans cette vidéo sur ce que l'on peut appeler tout de suite le nouveau chef-d'œuvre de Martin Scorsese, qui se nomme Killers of the Flower Moon, et qui raconte l'histoire de Ernest Burkham, qui, à la fin de la Première Guerre mondiale, se retrouve à rentrer chez lui. Et là-bas, il va être accueilli par son oncle, qui vit dans une communauté fortement dominée par les Osage et qui semble un petit peu dominer ce lieu-là sans réellement réussir à savoir comment. Et rapidement, Ernest commence à se faire une petite place là-dedans, rencontre Molly qui va devenir sa femme. Et au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons découvrir que tout n'est pas si rose à Fairfax et que les choses ont peut-être mal, notamment pour la communauté Osage. Il est bon de rappeler que c'est un film basé sur une histoire vraie. Une sombre histoire vraie. Donc sachez que ça ne va pas être très joyeux comme récit. Et pour en parler avec moi, il me l'a demandé. Il a failli ne pas être là, mais il est là. Comment vas-tu, Kevin? Très bien. Très content d'avoir enfin vu Un nouveau Scorsese. un nouveau Scorsese. Le dernier c'était Irishman avec toi déjà. Bah oui, déjà qu'on avait chroniqué ensemble. Sur lequel on pouvait faire des pauses pipi, puisque c'était sur Netflix. Voilà, et là c'est plus compliqué parce qu'on est au cinéma. Et ça aurait été dommage, parce que la pause pipi, ça pète quand même un petit peu le truc. Quoi faire comme résumé? Choix surprenant si tant est que l'on ne connaisse pas Martin Scorsese, parce que si on connaît Martin Scorsese, on sait qu'il aime bien parler de l'histoire de l'Amérique, et qui plus est de l'histoire sombre de l'Amérique. Et ce chapitre, qui est connu pour être la première grosse affaire du FBI, qui ne s'appelait pas le FBI d'ailleurs à cette époque-là, mais juste le BI, le Bureau d'investigation, puisque à ce moment-là, il n'y avait pas en fait de police fédérale, il y avait juste les polices un petit peu à gauche et à droite, et c'est au travers finalement des meurtres commis à Fairfax dans la communauté Osage que le FBI est réellement né, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait une nécessité, un besoin d'avoir une police qui puisse se déplacer un petit peu partout sur le territoire américain, sachant qu'à ce moment-là, les différentes personnes qui étaient au centre de l'affaire étaient un peu dispatchées partout, et donc que le bureau d'investigation a permis de rassembler tout ça. Donc, sachant ça, sachant que c'est Martin Scorsese, sachant que c'est seulement la troisième ou quatrième fois qu'il se colle à l'écriture d'un scénario, parce que si je ne me plante pas, nous avons Les Affranchis, nous avons Casino, nous avons Silence dernièrement, et maintenant Killers of the Flower Moon. Dans ses premiers aussi, Et peut-être ses tout premiers aussi, je pense que Who's Knocking at My Door a dû être scénarisé par Scorsese, mais dès Taxi Driver, il lâchait un petit peu la grappe du scénario pour se concentrer réellement sur la mise en scène. Donc, toujours surprenant de le voir passer à l'écriture, mais on se dit que c'est forcément parce que le sujet lui tenait à cœur. On sait que Les Affranchis et Casino, ça lui tenait à cœur. Silence, c'était un roman qu'il voulait adapter depuis très longtemps. Et Killers of the Flower Moon, qui, en version française, se nomme La Note américaine. Pour une fois, j'ai fait mes devoirs. Était tout de même un roman qu'il avait envie de porter à l'écran depuis très longtemps. Sans plus attendre, je me tourne vers toi, Kevin. Qu'as-tu pensé de Killers of the Flower Moon? Dans l'ensemble, du coup, j'ai été assez ébloui par sa réalisation. Bon, je suis très fan de Scorsese, donc c'est pas. Enfin, ce sera forcément un peu biaisé, mais je trouve. Enfin, je sais reconnaître quand il fait des choix un peu plus discutables, mais là, je trouve que tout est limpide. Voilà, même si le film est lent, même il a un rythme voilà, sur lequel on n'est plus forcément habitué, en tout cas sur ce genre de production. Pour autant, je trouve que voilà, c'est limpide, que c'est ample, que ça parle de plein de choses. Ça parle effectivement de cette histoire sombre des États-Unis, mais aussi ça fait écho aussi à des choses plus actuelles sur lesquelles on pourra revenir éventuellement. Mais voilà, globalement, j'en ressors vraiment ébloui. Et je pense d'ores et déjà que, faudra peut-être que je le revisionne, mais que ça va faire partie du petit top de l'année. Oui, oui. Voilà. Je vais complètement te soutenir. Moi, comme je te le disais à la sortie de la salle, je suis estomaqué de voir à quel point mon amour pour la mise en scène et la maestria de Scorsese ne cesse de continuer à grimper au fur et à mesure des années. C'est un de ces cinéastes où on pourrait se dire, à 80 ans, il a fait le tour, il va se reposer sur ses acquis, comme un Woody Allen, comme un Clint Eastwood, il va faire une mise en scène comme on a l'habitude de le connaître, et point barre. Mais ce qui est impressionnant, c'est que
malgré le temps, malgré le fait qu'on puisse s'habituer à certains gimmicks ou certains aspects de sa mise en scène, Scorsese trouve toujours le moyen de faire avancer son cinéma. Lorsqu'on pensait qu'il était un peu enterré, il pond le Loup de Wall Street, qui a estomaqué tout le monde à l'époque. Lorsqu'on se dit avec le Loup de Wall Street, il a une nouvelle force et une nouvelle vigueur, on se dit qu'il va continuer sur cette forme-là, il balance Silence, qui est quelque chose de complètement différent, beaucoup plus lent, beaucoup plus contemplatif. Et derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il enchaîne avec The Irishman, qui est un retour aux sources, et en même temps très moderne dans sa manière d'aborder le sujet et dans sa manière de faire. Était un peu dans la même démarche que Silence, je trouvais. Tout à fait. C'est-à-dire sur cette gestion du temps, qui est très particulière en termes de thème. Ouais. Mais Et du coup, là, dans Killers of the Flower Moon, bah, tu me tends une perche, mais on est vraiment sur cette même, on va dire, façon d'aborder le temps. C'est pas un film qui va être comme Casino ou Les Affranchis, où on a l'impression que tout va à 200 à l'heure. Pour autant, tout de même, tout va à 200 à l'heure. Mais d'une manière plus posée, plus délicate, où il prend le temps de laisser ses personnages parler, évoquer des choses de manière plus sporadique, plus simple, et on se laisse embarquer finalement dans ce récit, avec dès le début la sensation qu'on va voir quelque chose de macabre. C'est assez impressionnant, mais dès la scène d'ouverture, on sait qu'il pose un postulat glauque et triste. La mort d'un peuple. Littéralement, la scène d'ouverture, c'est un enterrement. Mais un enterrement de manière très métaphorique. Mais un enterrement tout de même, qui ensuite amène l'élément déclencheur, qui ensuite amène le personnage central, qui ensuite déclenche la situation. C'est assez impressionnant de voir à quel point Scorsese a aussi des mécaniques de composition et de structure dramatique qui encore aujourd'hui fonctionnent extrêmement bien parce qu'il pose des éléments de manière très rapide, très claire, et tout de suite on sait dans quelle direction on va. Sans que pour autant ça ne l'empêche de régulièrement nous rappeler qu'un récit ne doit jamais se reposer sur ses acquis et constamment avancer. Donc ouais, moi je suis complètement ébloui en fait par la mise en scène, par la logique de création de Scorsese, et dans Killers of the Flower Moon c'est fou, c'est clairement fou. Oui. Je te propose qu'on passe à l'écriture, parce qu'on va avoir beaucoup de choses à aborder vu l'ampleur du film. Donc à la base, nous avons donc ce bouquin de David Brown que j'ai envie d'appeler un roman d'investigation, parce qu'on est à mi-chemin entre le travail documentaire et en même temps un récit plus ou moins fictionné, que Martin Scorsese a coécrit avec Eric Roth. Eric Roth que l'on connaît surtout pour être l'homme derrière Forrest Gump. Voilà, c'est bien, nous avons les mêmes références. Mais qui a composé également plein d'autres choses. Dernièrement, c'était lui qui avait fait L'étrange histoire de Benjamin Button, si je ne dis pas de bêtises en termes justement, d'écriture. il a ce côté-là de retracer un peu l'Amérique à chaque fois dans des trucs, dans des grandes fresques. Exactement. Et je me ça demande m'étonnait pas de le voir. Il n'a pas scénarisé le Raison d'État de Robert De Niro? Oui. Je crois que si aussi. Qui pareil fait plus de 3 heures, enfin voilà, comme quoi... Les récits fleuves. C'est vraiment... Ben non, mais c'est la grande force, c'est que même Steven Zayan, dont il avait utilisé le travail pour The Irishman, c'est que Steven Zayan, c'est quelqu'un qu'on connaît aussi pour son travail très fleuve. Sur La liste de Schindler et d'autres films d'ailleurs de Spielberg. Mais voilà, il s'est entouré d'un co-scénariste avec qui il pouvait se permettre de prendre de la largesse. Et Dieu sait quelle largesse, parce qu'on est sur un chrono de 202 minutes, soit 202 minutes, voire même plus, 206 minutes, avec 3 heures et 26 minutes de film. C'est monumental, c'est dantesque. J'ose pas imaginer la gueule que doit avoir le scénar, tellement il doit être... On est plus que ça, même, hein. 3h26 non, 3h26. Ah non, je croyais que c'était 3h39. Ah non, 3h26. Okay. À la base, c'était 3h39 à Cannes. Et il a enlevé du temps parce qu'à Cannes, on lui a dit c'est quand même un poil trop long. Salaud. Et donc, comme quoi. Mais donc, ouais, dans cette écriture, il y a tellement de choses. Je ne saurais même pas par où commencer de manière concrète. Je dirais déjà, pour rebondir sur un des sujets que tu évoquais avant, qu'il y a une envie de vouloir parler de l'histoire américaine. Et comme tu disais, de l'histoire américaine passée, mais également de tout ce que ça a comme impact sur l'histoire américaine d'aujourd'hui. C'est assez impressionnant de voir à quel point Scorsese il a envie d'évoquer la mort plus ou moins métaphorique du peuple Osage au fur et à mesure du temps, jusqu'à aujourd'hui où finalement il n'existe plus beaucoup de membres de cette communauté. Je me demande même si ça se compte pas sur les doigts d'une main. Ils sont peu. Oui, voilà, ça fait partie de ces grands moments de l'histoire américaine qu'aujourd'hui on évoque de moins en moins parce que l'actualité pousse à s'intéresser à d'autres choses, mais Scorsese choisit de s'en emparer dans une période où je pense qu'il a besoin, lui, avec Roth, d'évoquer finalement le passé très trouble et très sombre en fait des colons américains. D'autant que dans l'histoire du cinéma, ça a longtemps été caché même. Je sais plus, j'entendais une interview de Scorsese qui disait que, en gros, il a compris qu'à partir des années 60-70,
que le cinéma mentait en fait sur ces histoires de cow-boys indiens, tout ça, et sur les massacres qui ont pu avoir lieu, que ce soit sur plein de tribus amérindiennes. Et du coup, on sent qu'il veut remettre les pendules à l'heure aussi. Il connaît la puissance du cinéma, de son cinéma aussi, et qu'il veut remettre les choses au point, quoi. Ouais, clairement. Et ça se ressent dans sa manière d'aborder. Bon, déjà, un point, moi, vu que j'ai lu le bouquin, je peux parler aussi de ça. David Grann était vraiment dans une envie de vouloir poser des faits. Et je vous invite d'ailleurs à lire le bouquin rien que pour ça, parce que entre les photos, les rapports de dossier du FBI, tous les verbatims de certains procès, ou même de l'inspecteur du FBI qui était sur place justement pour investiguer sur les crimes, on a vraiment un côté très factuel sur tout ce qui s'est passé. Et il y a vraiment beaucoup moins ce côté on va s'attacher à Ernest et on va le voir avancer. Choix que Roth et Scorsese ont eu, poussé visiblement de ce que tu me disais par DiCaprio, qui a vraiment incité à s'orienter pour faire en sorte que DiCaprio n'interprète pas le personnage du flic du FBI. C'est ce qui était prévu au départ, qui joue le flic du FBI. Mais je pense que ça aurait fait perdre en fait de sa puissance dramatique au récit, parce que au travers de ce personnage, il flirte une nouvelle fois avec tout ce qui a fait la force et l'ambivalence de son cinéma par le passé, c'est-à-dire aborder un point de vue qui peut sembler être celui d'un antagoniste, et au fur et à mesure qu'on avance dans le récit, sans spoiler bien évidemment, questionner la place de ce personnage par rapport au contexte dans lequel il se trouve. Et Dieu sait qu'ici, c'est un contexte qui est plus qu'ambigu et plus que difficile à aborder, puisqu'on parle d'un mec qui va arriver dans une communauté, qui va tomber amoureux d'une femme, mais qui un peu malgré lui va devenir l'indique de son oncle, pour essayer tout doucement de faire en sorte de récupérer la fortune des Osage. Je sais pas si c'est malgré lui qu'il est sous l'emprise de son oncle ou si c'est malgré lui qu'il tombe amoureux. Alors, pour le coup, j'ai pas lu le bouquin. Dans le livre, en fait, il est clairement évoqué que Ernest est tombé amoureux de Molly, et qu'en fait, son oncle s'est un peu servi de ça pour appuyer certaines de ses actions, sans pour autant le dédouaner. Ernest, c'est un criminel et il a été condamné pour ce qu'il a fait. Et clairement, ce qu'il a fait, c'était horrible et ça méritait la condamnation qu'il a eue. Mais c'est pour montrer aussi que c'est quelqu'un, et c'est très bien transcrit d'ailleurs dans l'écriture de Roth et de Scorsese, de simplé, voire même de bête. Mais même dans l'interprétation de DiCaprio. Mais c'est marrant parce que ça me faisait penser toute la deuxième partie du film, donc la partie plutôt judiciaire, on va dire, du film, me faisait penser un peu à l'introduction des Affranchis, où on a souvent reproché à Scorsese de rendre un peu glamour le monde de la mafia, de glorifier un peu cet univers. Là, parce que c'est une sorte de mafia finalement. Enfin, tu peux évoquer le terme de mafia, clairement. À la tête duquel on retrouve De Niro. Et un peu comme il y avait ce rapport entre Henry Hill et le personnage de Jimmy Conway, de Niro, quoi, du coup, dans Les Affranchis. Un peu ce rapport d'emprise aussi. Qui à la fin était un peu, même si à la fin du film ça se conclut différemment, mais en tout cas sur cette première partie il y avait le côté si tu parles pas c'est cool, voilà, enfin en gros ça se terminait, ça continue bien pour eux, tandis que là on sent que c'est pas du tout le même état d'esprit. Déjà le sujet est beaucoup plus vaste et grave que le trafic de drogue, voilà, en l'occurrence, mais voilà, je trouvais que ça faisait un peu écho toute la scène de procès, puis du coup c'est assez émouvant de voir De Niro aussi, plus de 30 ans après, quoi. Oui, interpréter un peu le même type de personnage. Ouais, et puis dans la même position au tribunal, et tout ça. Ça faisait un peu écho. Mais comme tu l'as dit aussi, et tu me le disais très bien hors vidéo, la manière et la structure avec laquelle Scorsese choisit d'aborder le scénario avec Roth fait écho aussi à pas mal de ses précédents films. Tu as cité Les Affranchis, mais dans le côté je débarque dans un endroit et je découvre un petit peu cieux, on peut penser aussi à Gangs of New York, clairement. Encore un film qui parle de l'histoire américaine, mais de manière beaucoup plus réduite. Mais ce qui est impressionnant, du coup, moi, et c'est ce qui m'a vraiment accroché dès le début, c'est cette envie de la part des deux scénaristes de ne pas vouloir uniquement structurer leur film par rapport à une histoire américaine, mais aussi de raconter juste une petite histoire au milieu. La rencontre d'un homme et d'une femme, plus ou moins orchestrée, en fonction du point de vue qu'on a, mais juste d'un homme et d'une femme qui va vraiment changer une communauté, et qui va vraiment la transformer et la pousser, on va dire, de manière un peu non souhaitée dans le XXe siècle, et possiblement même dans le XXIe siècle, parce qu'on peut carrément projeter le film dans ce qu'il a comme héritage, on va dire, culturel et historique, mais c'est assez fort en fait de voir à quel point il y a encore une fois cette densité dramatique, cette envie de vouloir plonger les personnages dans un contexte qui pourrait sembler très anecdotique, c'est-à-dire les années 20, mais de vouloir vraiment rendre ça encore plus dense, encore plus grand et encore plus pesant.
Parce que, enfin, moi je vois trois choses en fait, c'est que ça parle du capitalisme déjà, donc un peu vraiment enfin peut-être pas forcément la naissance, mais en tout cas vraiment L'apogée. ouais, et puis les premières, la première manière un peu sordide avec laquelle ça s'exprime. Et donc il y a ça. Il y a le fait que ça fait écho à notre époque, notamment aux années Trump, un petit peu justement avec cette Amérique qui a à deux doigts de tomber à un moment dans la violence, dans le chaos, enfin, par rapport au Capitole ou des trucs comme ça. Et puis un troisième truc, et c'est un truc qui faisait déjà un peu, enfin un message que je me disais déjà avec Silence et The Irishman, c'est qu'il y a un côté un peu, j'ai l'impression qu'il y a un message sur le cinéma en lui-même. Tu vois, dans Silence, il y avait le côté la foi, bon, voilà, la foi chrétienne, et puis voilà, c'était la foi des personnages, mais il y avait aussi un rapport, je trouve. Enfin, on avait l'impression que Scorsese parlait un peu de sa foi dans le cinéma, la puissance de l'image, tout ça. Et on pouvait même faire écho au fait qu'à l'époque, Silence faisait carrément écho au jeune disciple qui veut absolument toucher le maître du bout du doigt. Et lorsqu'il rencontre le maître, il y a la déception et, la reconnaissance qu'il n'aura jamais, en fait. Ouais. Et là, en fait, The Irishman, c'était plus un film un peu, on l'avait dit d'ailleurs à l'époque, un peu testamentaire sur le nouvel Hollywood, tout ça, enfin voilà, sur tout ce qu'ils ont incarné à un moment donné dans les années 70. Et là, moi, j'ai l'impression qu'il parle de la chute d'un... Enfin, tu vois, en même temps que les Osage, peut-être un peu surinterprété, hein, mais j'ai l'impression qu'il parle un peu de sa vision du cinéma, la façon dont elle s'étend, en fait. Peut-être, mais Scorsese, ça a l'air d'être quelqu'un de très nostalgique d'une époque qu'il ne pourra plus toucher du bout du doigt. Et c'est pas pour rien que, je pense, contrairement, tu vois, on avait cette discussion à un Fincher qui va se tourner vers les plateformes pour une liberté de créativité. Scorsese, il se tourne en fait vers les plateformes pour une liberté d'expression, on va dire créative pure. Dans le sens, c'est pas uniquement juste j'ai envie de faire un film avec cette esthétique-là, c'est vraiment j'ai envie de faire un film qui ressemble à ça. Et personne dans le système mainstream veut faire du cinéma comme moi. Et clairement, c'est pas pour rien qu'entre The Irishman et ici Killers of the Flower Moon, qui lui, pour le coup, est produit par Apple TV, et à la base devait sortir sur Apple TV, Inch'Allah, Paramount est passé par là. Mais donc, il y a vraiment cette impression que Scorsese, comme tu dis, je dirais pas si macabre que ça, mais c'est sûr qu'il a envie de nous parler d'une certaine manière de faire du cinéma, et il a clairement envie de nous dire, cette manière de faire du cinéma, vous allez plus l'avoir tant que ça. Et elle va un peu disparaître avec les personnes comme moi si jamais on fait rien. Et c'est clair qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui à Hollywood, etc., on ne peut pas s'empêcher de voir dans ce film une certaine interprétation finalement d'une petite mort. Oui, comme tu dis. En plus, bon, ça c'est plus par rapport aux interviews qu'il peut faire et tout ça, mais j'ai l'impression que, enfin, je suis assez surpris de comprendre au travers de ces interviews qu'il a très peur de sa mort. Donc en fait, apparemment c'est quelque chose qui l'obsède et qui, en fait, il essaye de grappiller du temps pour continuer à faire des films et puis espérer faire un prochain. Et ce qui est surprenant, parce que la mort est constamment présente dans ces derniers scénarios, enfin elle est vraiment au centre même de justement, on a l'impression que ce soit The Irishman ou Silence ou celui-là, pour moi ça fait une sorte de triptyque, un peu chant du cygne, quoi. Ouais, c'est pas faux. Bah, Silence de toute façon est une marche mortuaire, The Irishman est un enterrement constant, Killers of the Flower Moon est en fait une espèce de massacre sur une certaine expression de la liberté qu'on n'arrive pas à retrouver. Et oui, tu as raison d'évoquer le film sous cet angle-là en termes d'écriture. Je pense que Roth et Scorsese ont vraiment essayé de concevoir ce personnage et cette structure. Oui, et puis au-delà de ça, au vu du nombre de thématiques abordées et même de la manière avec laquelle les personnages avancent, que ce soit Molly, que ce soit William, que ce soit Ernest, il y a vraiment cette logique d'emmener les personnages à contre-courant finalement de ce qui leur semblerait être quelque chose de logique et même de normal. Ils sont constamment en train de faire des choix et de prendre des décisions qui n'ont aucune cohérence par rapport au contexte dans lequel ils se trouvent. Et ouais, c'est assez impressionnant de voir à quel point il y a cette maîtrise derrière l'écriture qui emmène tout ça dans une direction et que, ouais, encore une fois, moi c'est ce qui me fascine, c'est de voir à quel point il y a cette porte grande ouverte qui nous indique de regarder dans toutes les directions. Et que si on choisit une direction, on peut aller jusqu'au bout de la thématique et se dire, ouais, ça a une cohérence. Au niveau de la mise en scène, comme The Irishman, est-ce qu'on a besoin une nouvelle fois de rappeler que Martin Scorsese est un génie? Non. Est-ce qu'on a besoin de rappeler que Martin Scorsese ne vieillit pas d'un point de vue créatif? Oui. C'est saisissant de voir encore une fois à quel point sa mise en scène accompagne constamment le récit.
Et moi, c'est ce qui me subjugue, c'est que je n'ai pas l'impression de voir, contrairement à certains films de plus en plus aujourd'hui, une espèce de segmentation du récit au fur et à mesure que ça avance. J'ai l'impression de voir un énorme fil fleuve. Un espèce d'énorme morceau de cinéma de 3h26 qui ne s'arrête jamais, qui ne prend jamais de pause, ou s'il doit prendre une pause, ça doit avoir une cohérence par rapport à ce qu'il nous montre. Et encore une fois, moi, ce qui me fascine, c'est à quel point Scorsese ne lâche jamais le rythme, sauf quand on arrive à la fin. Les 20 dernières minutes, c'est une pause terrible. Ouais, il y a un break. Ah bah il y a un break, c'est plus qu'un break, c'est littéralement on est à 200 à l'heure et d'un seul coup il tire le frein à main et il essaie de nous faire retomber à zéro. À la fois on n'est pas à 200 à l'heure comme on n'est pas avec un montage effréné. Ah non, vois, non, comme le Loup de Wall Street. Ou... Mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on voit, on voit aussi à quel point, bon je peux pas m'empêcher de caler Thelma Schoonmaker à chaque fois que je parle de Scorsese, mais c'est un petit peu évident, mais on voit à quel point ils évoluent en fait dans leur manière de concevoir et de développer et de gérer le cinéma. Bah déjà il y a des choses qui effectivement... sont toujours là, genre le montage, enfin tu sais la musique peu, de Robbie Robertson qui accompagne réellement le film, que c'est ces d'ailleurs musiques, assez étonnant, enfin, ces choix musicaux d'ailleurs de compositeurs, mais aussi d'orchestrateurs dans le sens où c'est lui qui supervise les autres musiques qui sont choisies comme d'habitude. Il y a des trucs qu'on reconnaît de Scorsese, l'utilisation genre des arrêts sur image, des photos, clac, enfin voilà des trucs super un peu ralentis, toujours pour bien on va dire iconiser l'image. Il n'y a pas enfin, par exemple, je me faisais la réflexion sur des plans qui concernent les Osages, justement, je sais plus, je crois que c'est au début du film, où le Scorsese, il y a encore 15 ans, je pense qu'il aurait fait des travelling, tu sais, des trucs un peu fous. Mais il en fait encore. Il y en a quelques-uns. Mais ils sont beaucoup plus réfléchis, mais là, on est ils doivent beaucoup plus accompagner une action. Ouais. Il y a pas mal de plans fixes au final. Mais qui impriment quand même, enfin voilà, le rythme est soutenu sur l'ensemble. Plus que sur, je sais pas, par exemple dans Les Affranchis, si on parle de rythme effréné, tout le film est assez effréné, mais on va retenir par exemple la scène où Henry Hill pense qu'il y a des hélicoptères au-dessus de lui, tout ça, enfin bref, qui est très cut et tout ça. Même juste le tout premier plan sur Henry Hill du film, où littéralement c'est un espèce d'immense travelling avant qui finit sur son visage. Mais là, sur Killers of Flower Moon, c'est plus l'ensemble en fait qui est assez effréné parce que en gros, on a l'impression que le film se déroule presque en 3 jours, alors qu'en fait, il se déroule en plusieurs années. Enfin, ils le disent jamais clairement, il n'y a pas d'intertitre. Je crois que c'est sur 5-6 ans, si j'ai bonne mémoire. J'ai pas envie de dire de bêtises. Je crois que les faits commencent en 1921 et se terminent en 27, sans compter toutes les condamnations, etc. Mais Scorsese ne prend pas par la main pour nous dire, alors là, on est le 4 janvier, machin. Il a jamais fait ça, d'ailleurs. Il n'y a pas besoin, en fait. Il a jamais fait ça. Tu regardes même dans le Loup de Wall Street, où il pourrait se perdre dans un florilège de dates, de lieux, etc. Pas dans Irishman, quoi. D'indicateur d'année, tout ça, non? Non, je l'ai revu récemment et non, il n'y a rien du tout. Mais ça montre à quel point tu n'as pas besoin de mettre des intertitres pour là, en fait, dans le cas de Killers, c'est... on l'appelait Killers, c'est plus... ça passe tout seul, en fait. On comprend sur des petits détails les enfants qui ont grandi, etc., etc. Mais on n'a pas besoin, en fait, que ça nous dise, bon, là, 3 ans se sont passés... Enfin, c'est complètement inutile. Donc, en fait, le film va dans son rythme, très soutenu, en fait, au final, par ces ellipses un peu invisibles et tout ça. Et je trouve que on y retrouve un Scorsese toujours vivant. Il a réussi à caler du run. Ouais, non, pour rebondir, en fait... Il est mieux que Renaud. Ah bah, il vieillit beaucoup mieux que Renaud, il a une meilleure forme. Mais moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est encore une fois cette logique et ce pragmatisme, en fait, comme tu disais, il n'a pas besoin d'intertitre, en fait, parce que ce qu'il montre à l'écran, ça suffit à situer, en fait, à quel point le temps passe. Que ce soit des enfants, que vont avoir Molly et Ernest, que ce soit des actions, que ce soit des nouveautés, que ce soit juste des nouveaux protagonistes qui débarquent, et on se rend bien compte qu'ils débarquent à une temporalité qui est différente de celle qu'on a connue, que ce soit des remariages, que ce soit des personnalités rencontrées, enfin c'est plein de petits trucs comme ça en fait qui font que tu as la sensation que le temps avance sans pour autant avoir l'impression que le temps avance trop vite. Ce qui est presque surprenant comme tu disais, parce qu'on pourrait avoir la sensation que le film se passe sur 3 jours comme il pourrait se passer sur 10, 15, 20 ans. Et c'est saisissant de voir à quel point il y a cette logique et cette intensité qui monte sans avoir besoin de surinformer le spectateur. De lui donner trop d'informations et que du coup peut-être à la fin ils sont un peu perdus. Et c'est encore une fois ce qui marche de prime abord avec les dialogues, avec les mouvements de caméra, avec le fait de vouloir beaucoup plus poser à caméra comme tu disais, de faire beaucoup plus de plans fixes et de pas forcément faire des caisses. Pour moi il y a un plan qui
qui synthétise parfaitement en fait cette logique du Scorsese moderne qui s'opposerait au Scorsese ancien. C'est ce plan où Molly voit qu'il y a un orage, et elle dit on va s'installer et on va attendre. Et on a un DiCaprio qui arrête pas de vouloir bouger, veut se servir un verre, veut lui parler, et Molly arrête pas de dire on attend. Et à ce moment-là, je me suis vraiment dit, c'est rigolo. Et j'ai l'impression de voir Scorsese qui se parle à lui-même il y a 30 ans. Bah, c'est sûr que le dernier film que DiCaprio avait fait avec Scorsese, c'était le Loup de Wall Street, je crois. Bah oui, il a rien fait avec lui entre temps, c'est vrai. Du coup, c'est vrai que le couple qu'il forme avec Lily Gladstone et le couple qu'il formait avec Margot Robbie, c'est pas du tout la même dynamique. Ah bah clairement. Et elle n'est pas du tout illustrée de la même manière. Donc oui, on est sur deux visages de Scorsese, mais je trouve que ce Scorsese-là est assez fascinant dans sa fin de carrière. Parce qu'on y est. Bah, il a trouvé cet équilibre en fait que beaucoup de réalisateurs n'arrivent pas forcément toujours à trouver. Là où, je prends un autre exemple, mais là où un Steven Spielberg a besoin entre guillemets que son cinéma soit constamment en mouvement, soit très expressif, soit très émotionnel et constamment dans l'intensité, Scorsese est quelqu'un qui aujourd'hui se dit que l'intensité c'est bien, mais si elle est diluée sur la longueur et qu'elle fait en sorte d'habiter entièrement un espèce d'énorme morceau de cinéma, c'est là qu'elle va avoir le plus d'impact sur le spectateur. Je dis pas que Killers of the Flower Moon est extrêmement émotionnel comme film, on sent que ça n'est pas l'ambition de Scorsese ici. Mais on sent que c'est un film où il a souhaité faire en sorte que l'intensité dramatique prenne possession du récit tout du long et ne soit pas faite crescendo comme on a souvent la sensation de le voir dans beaucoup de films. C'est vraiment un film où on part de zéro, et tout doucement on monte pour créer une intensité qui ne cessera de tomber que lorsque le générique de fin arrivera. Et c'est rare de voir des réalisateurs prendre ce parti. Parce qu'on pourrait se dire, au bout d'un moment, le spectateur, il va peut-être s'ennuyer. Il va peut-être piquer du nez. Mais je crois qu'il y a mention au mec qui était à côté de nous dans la séance. Mais un ronflement au bout de un quart d'heure. 20 minutes de film. Mais ça montre, en un sens pour moi, que Scorsese, c'est un rythme auquel il faut s'habituer. C'est une certaine logique de créativité et d'intensité cinématographique qui ne plaira pas à tout le monde parce que pour certains il faut que ça démarre au quart de tour en 2 secondes et Scorsese n'a pas envie. Scorsese il a envie que ça monte tout doucement pour qu'à un moment on sache que la tension est montée, que là elle a monté encore d'un cran, encore d'un cran, encore d'un cran et ça s'arrête à la toute fin. Mais en fait je pense que ils sont fous. Enfin, je pense qu'ils s'en foutent un peu de... Oui, non mais à partir du moment où Scorsese passe son temps à dire Marvel c'est de la merde, Marvel vous me fait chier, etc. Je pense pas qu'il essaye de séduire Kevin Feige pour il veut pas séduire Marvel. Mais non, mais il veut montrer entre guillemets, et ça je trouve ça très clairvoyant de sa part, que le cinéma ne se fait pas que d'une seule manière. Parce que quand tu te dis qu'aujourd'hui il y a 60% des films qui sortent dans les salles, c'est Disney, 60% des films américains j'entends, qui sortent dans les salles c'est Disney, bah lui il a envie de dire, bah, regardez le cinéma en fait c'est pas uniformisé. C'est pas parce qu'il y a une logique créative que vous voyez régulièrement que certains réalisateurs peuvent pas proposer des choses un peu différentes et que ça pourrait pas marcher. J'espère pour lui que ça va marcher, parce que mine de rien, contrairement à The Irishman qui était un pari, qui entre guillemets était un peu dans le vent parce qu'on savait qu'en débarquant sur Netflix, ça allait forcément faire des vues et engendrer du fric, et que vu que c'est soutenu par Netflix, qui est quand même un gros poids de la VOD, il n'allait pas y avoir d'impact si ça se foirait. Là pour le coup, si Scorsese se plante, je donne pas cher de sa peau pour réussir à ressortir un film en salle derrière quoi. Ce qui sera un petit peu dommage parce que là c'est ça, parce que là on est sur un budget de 160 millions de dollars, j'ai vérifié, ce qui reste quand même monumental pour la prod que c'est. Mais encore une fois, moi ce qui me sidère, et chose qu'on n'a pas forcément évoqué, la production design, le travail des costumes, le travail des décors. Ça c'est rien par rapport à The Marvels, hein, carré. Oh putain, ouais, tais-toi, tu veux vrai. Je t'ai dit, il y a Scorsese qui va arriver, il va nous mettre de tarte. Il y a tous les fans du MCU qui vont nous chier dessus. Je m'en fous. Mais en même temps, Dieu sait que je préfère 1000 fois voir un film de 3h26 comme ça, plutôt que potentiellement le truc qu'on va se taper dans 3 semaines qui fait 1h45. Surtout qu'en gros, ce qui est marrant, ce qui est triste plutôt, c'est que... ouais, 3h26, tu te rends compte, faut quand même trouver le temps et tout ça. En un sens, je peux comprendre. Oui, mais certes, mais je sais pas, Avenger Endgame, il faisait 3h, 3h03 précisément. Voilà, donc à 20 minutes près. Et puis, Oppenheimer a montré que ça peut durer 3h03 et être un biopic, et qu'on peut quand même réussir à atteindre le milliard de dollars. Donc en fait, pour moi, c'est pas une excuse. Ah, c'est pas une excuse la durée. Hein. Moi, la seule chose que je vois, c'est potentiellement un frein, dans le sens où c'est certes un gros moment de cinéma, donc il faut se débloquer un gros laps de temps pour se dire allez on va mater ce film là, mais quand on a l'envie on peut.
Et clairement, Killers of the Flower Moon, les Je pense 3h26, que encore notre une fois. voisin de salle voulait 3h30 au calme pour dormir, je pense. Oui, c'est ça. C'était- Mais honnêtement, les 3h26, on n'a pas forcément trop dit là-dessus, mais on ne les voit pas passer. Non. C'est un énorme morceau, certes, mais à aucun moment Non, on a parce envie que- de regarder notre montre en se disant putain, ça finit dans combien de Parce temps? que même comme tu dis, dans le dernier acte, il y a un break. Il y a un break, Enfin, il y ouais. a une rupture de rythme, enfin, de plein de choses, quoi. Mais même là, en fait, cette rupture-là, en fait, tout Ne à coup, casse pas le rythme du film. bah, en tout cas, elle pose un nouvel intérêt. Exactement. Voilà. Et du coup, enfin, qui doit se rapprocher beaucoup plus de ce qu'est le bouquin. Enfin, je sais pas, je l'ai pas lu, mais qui doit plutôt se remettre sur les rails du bouquin. En fait, pas tant que ça, parce qu'en gros, le bouquin est tellement dans une espèce de continuité, comme je te disais, journalistique, que du coup, d'un point de vue cinématographique, ici, ce break, il est vraiment là pour amener un aspect beaucoup plus émotionnel et beaucoup plus à fleur de peau par rapport au Ok. personnage dont on découvre l'issue à la fin. Ah, moi, je pensais plus le break à partir du moment où ça devient judiciaire. Ah oui, non, ça par contre, oui, mais même dans le bouquin, ça reste beaucoup plus intense, Ok. hein, parce que honnêtement, il y a des rebondissements, c'est à la limite du D'accord. foutage de gueule, notamment avec William, je spoil pas, mais regardez ce qui est arrivé au vrai William, parce qu'on ne le montre pas forcément dans le film. Mais il le Mais- raconte. Le vrai William, ouais, mais on montre pas tous les rebondissements qu'il y a eu Mm. qui sont à mourir de rire, hein, et vraiment pour le coup, c'est à mourir de rire. Je te propose qu'on passe au casting, qui est tout de même très impressionnant, fait de gros Oui. seconds couteaux et de révélations. Des jeunes acteurs inconnus. Des jeunes acteurs complètement inconnus, les deux en tête. Non, j'ai tout de suite envie de parler de Lily Gladstone, en fait, pour placer le fait que, pour moi, c'est la grosse révélation de ce film. Ouais. Certes, elle a déjà eu des seconds rôles précédemment dans sa carrière, mais là, elle explose, elle vole la vedette par moment à DiCaprio et à De Niro. C'est assez impressionnant l'interprétation qu'elle pose. C'est tout dans la retenue, mais c'est une retenue qui forge le respect du personnage qu'elle doit interpréter. Mais c'est surtout que en temps d'écran, je pense qu'elle est un petit peu. Voilà, elle doit voir moins que DiCaprio, je pense. Ah bah oui, oui, Voilà. oui. Elle a un Mais petit c'est peu surtout moins. que même quand elle est pas là, en fait, Elle impose plane, une- ouais, plane c'est sur ça. le film, en fait. Elle a un fantôme, elle a quelque chose, elle a une présence ouais, très charismatique Et en c'est fait pas, qui domine le film. C'est pas autant DiCaprio, c'est beaucoup de dialogue, Mm. beaucoup de. Lily Gladstone, ça va plus être des regards, des choses qui vont vraiment imprimer quoi, très fortement. À l'image de cette scène qu'on voit dans la bande-annonce où DiCaprio lui demande c'est quoi cette couleur de peau que vous avez? Et elle a juste cette espèce de regard très flegmatique, c'est ma couleur. Et je trouve que dans cette scène-là, il y a toute la force de son interprétation. C'est de la retenue, mais qui émotionnellement transpire quelque chose d'extrêmement fort. Ouais. On peut parler aussi de Jesse Plemons, qui joue Tom White, donc Oui. l'agent du bureau d'investigation qui débarque, qui arrive vraiment tard, mais qui a tout de même une belle interprétation et arrive bien à porter le personnage. Ouais. On aurait voulu peut-être le voir plus. C'est clair. Peut-être le reproche. Au niveau des rôles secondaires, nous avons Tonto Cardinal qui joue donc Lizzie, la mère de Molly. Nous avons également Cara Jade Myers qui joue donc Anna, Janae Collins qui joue Retta et Gillian Dion qui joue Minnie, donc les trois sœurs de Molly. Nous avons également Jason Isbell qui joue Bill Smith, très charismatique je trouve avec très peu de scènes. Dans les rôles plus tertiaires, on a William Bello qui joue Henry, qui a vraiment beaucoup de classe. Il y a certains rôles que j'ai pas envie de vous spoiler parce qu'il y a quand même quelques caméos vers la fin du film. Dont Ouais, ils sont un, annoncés. bah, pas tous. Honnêtement, Ah bon il y en a un, je l'avais oublié. L'avocat Ok. l'avocat de William. Justement, je me demandais. Ernest. Enfin, je savais pas quel rôle il allait faire, mais je savais qu'il jouait. Moi, je l'avais dedans. complètement Alors, oublié. du coup, je l'attendais un petit peu. Bah, Enfin, donc du coup, moi, je ça j'ai va pas faire. forcément envie de spoiler sa présence D'accord. pour le coup. Et puis bien évidemment, nous avons Robert De Niro et DiCaprio. C'est la première fois qu'ils sont ensemble dans un film de Scorsese, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il a joué dans une pub réalisée par Ouh. Scorsese. Oui, ils ont fait une pub. Non, je suis même pas sûr que c'est lui qui l'a C'est la réalisé, mais en première tout cas, fois ils étaient tous les c'est la trois. première fois qu'ils font un film ensemble avec Scorsese, donc les deux icônes du réalisateur réunis. Ouais. Euh, Et d'ailleurs, c'est assez émouvant parce que comme ils ont joué ensemble quand même à 2 reprises avant, de les retrouver 30 ans après Blessure secrète, Mm. où il y avait aussi un rapport d'emprise entre eux. C'est assez touchant Mm. de les revoir ensemble. Ouais. Non, et puis leurs interprétations, elles sont flamboyantes. DiCaprio, il se donne encore une fois à fond. Il est dans une espèce, il joue bien le benet, qui a tout de même conscience en fait de la situation dans laquelle il se trouve. Il arrive très très bien à l'interpréter. C'est une belle synthèse de pas mal d'interprétations qu'il a fait aux côtés de Scorsese. Et je trouve qu'on reconnaît la patte de direction d'acteur de Scorsese dans sa manière de jouer. Et Robert De Niro, bah, c'est Robert De Niro. Je veux dire, quand il est dirigé par Scorsese, il est toujours extrêmement charismatique. Ouais, puis là, il y a autant il a fait beaucoup de personnages mauvais chez Scorsese, notamment c'est Max Cady dans Le Nerf à vif. Oui, Ouais, tout c'est à ça. fait. Voilà, qui était assez diabolique.
ou Jim Conway dont on parlait, tout ça, voilà, enfin que des personnages un peu sombres. Mais là, en fait, plus que jamais, je trouve que le côté diabolique ressort. Ah bah là, il est Enfin, il y a une satanique hein, par ambivalence, moment. parce qu'il y a un moment, il fait un peu bon, gentil papy, tout ça, avec... Mais justement, le diable Voilà. habillé en mouton, quoi. Ouais, C'est Et clairement en fait, ça. dans ses yeux, là, dans la scène où tu sais, qui est dans la bande-annonce d'ailleurs, où il marche à travers la fête, en très gros plan, puis tu sais qu'il a les yeux un peu comme ça dans le. C'est ça. On dirait limite un chien, quoi. Ah bah oui, mais clairement, oui. Et je l'ai Il- trouvé assez fort. Et comme je te disais, il y a aussi. Je le disais aussi déjà pour Irishman, mais ça fait écho à toute la collaboration entre Scorsese et De Niro. La scène où à un moment il regarde les actualités dans un cinéma. On revoit les images de Niro dans Taxi Driver au cinéma. Hmm, Enfin forcément. voilà, pour moi, Il y a plein d'échos qui se font. Mais tout comme quand c'est DiCaprio qui regarde l'écran, on revoit Aviator, Oui. on a des flashbacks de précédents films. Et Oui, parce que ce qui est vrai, c'est encore plus vrai pour De Niro parce que ça fait 50 ans qu'ils travaillent ouais, c'est ensemble. ça, ouais. Mais c'est aussi vrai pour DiCaprio, effectivement, parce que ça fait une vingtaine d'années. Ouais, ça fait une bonne vingtaine d'années qu'ils bossent ensemble. Ouais. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens de Killers of the Flower Moon? Et bien, je retiens que j'ai très envie de le revoir. Mm. Voilà, j'ai très envie de le revoir pour voir des détails qui auraient pu m'échapper, des choses dans la mise en scène, des nuances de jeu d'acteur. Voilà, le revoir. Mm. Et Enfin, c'est ouais. une claque, quoi. Ah bah oui, non, mais clairement, enfin... En fait, je t'avoue qu'on était arrivé à un stade de l'année où je commençais à avoir peur, parce que pour moi, il y a un film qui s'était inscrit comme étant le film de l'année, et j'étais en train de me dire, il n'y a pas d'autres films. C'est pas parce qu'Expendables 4 est Oui, sorti bien la sûr. semaine dernière que... Mais du coup, là, j'ai vraiment la sensation qu'il y a un autre film qui est en train vraiment de s'imposer cette année comme étant le gros morceau de cinéma. C'était quoi l'autre film? The Fablemans. Pareil. Tu vois, donc il y a vraiment cette sensation de voir l'autre gros film de l'année, l'autre gros morceau. Et il aura fallu attendre, 8, 9, 10 mois quasiment pour le voir, mais il est là. Et pour moi, on est devant l'autre énorme morceau de cinéma de l'année cinématographique, un espèce de film concept comme seul Scorsese sait les concevoir, un grand récit d'histoire américaine et de deuil. C'est un film très fort, c'est un film de synthèse, encore une fois, pour Scorsese, à ajouter avec Silence, avec The Irishman, avec cette sensation qu'il est en train de tout doucement, je dirais pas nous dire adieu, mais nous faire comprendre que sa logique créative, peut-être qu'il ne pourra pas toujours l'emmener dans la meilleure direction possible, et que quitte à nous montrer du cinéma, autant nous montrer du grand cinéma comme celui sait le maîtriser. En fait, oui, c'est que ça fait un peu acte de résistance, quoi, dans... Eh ben, il est clairement en train de faire ça, tout comme Francis Ford Coppola est en train de faire la même chose avec Megalopolis, tout comme Spielberg, en faisant un récit synthétique et autobiographique, fait également un peu de la résistance. On est sur cette génération de cinéastes, voilà, ceux qui ont un peu enterré malgré eux le nouvel Hollywood, mais lui ont donné une nouvelle facette et une nouvelle manière de faire. C'est eux qui sont en train de nous dire le cinéma va dans une direction qu'on n'aime pas. Et s'y réinventer encore une dernière fois Hollywood avant Et de s'y partir. réinventer une dernière fois Hollywood avant de partir. Donc vous l'aurez compris, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. N'hésitez pas une seule seconde, foncez. C'est pas parce que ça fait 3h26 que vous allez vous ennuyer. Clairement pas. Merci mon cher Kevin. Merci à toi. Je sais qu'on te retrouve dans pas longtemps. Ouais, Un autre ouais, grand je sais monsieur, pas. mais par contre lui à nouveau sur Netflix, malheureusement. Mais bon, il a un contrat, donc il est un peu attaché à ça. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Je t'ai piqué ton geste. Mais c'est pas grave, t'as le droit de me le piquer. Tu peux me le faire en mode De Niro, le geste de revoir? Oui. Salut.